Qu'est-ce qu'un stablecoin? Quels sont les types de stablecoins qui existent? Quels sont les avantages et les inconvénients qui découlent de chaque type de stablecoin? Et finalement, quel stablecoin utiliser? Telles sont les quelques questions qui ont été abordées lors du salon vocal du vendredi passé que je vous invite à réécouter. Bonne condition d'écoute. Des C'est bon? stablecoins. Oui, c'est bon. Oui. Ok, la question qui est au centre de cette réflexion aujourd'hui, c'est sur les stablecoins. Et la première question ira à vous, spécialement. Au moins, nous allons commencer par vous écouter sur les premiers mots. Et la valeur que vous partagez d'habitude sur tous les réseaux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous faire découvrir. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que c'est qu'un stablecoin? Et merci. Oui, déjà, je salue tous ceux qui sont présents. Vous êtes déjà des braves parce que euh, il s'agit ce soir de partager une connaissance que d'autres personnes paient pour avoir. Et vous êtes là pour écouter ce qu'il y a à dire. Donc, déjà, je vous salue pour votre présence. Bon, pour les stablecoins, je pense que déjà, un stablecoin, déjà, il faut le considérer comme une crypto, OK? Sinon, une sorte de crypto, OK, qui base sa valeur sur une réserve stable pour se maintenir, une valeur stable comme une monnaie fiduciaire ou bien une commodité, OK? Une monnaie fiduciaire comme le dollar, parce qu'aujourd'hui, bon, la plupart des stablecoins se, se basent sur le dollar, même s'il y a d'autres monnaies fiduciaires que nous connaissons. Aujourd'hui, la plupart des stablecoins, c'est sur le dollar, côté monnaie fiduciaire, et sur au niveau des commodités comme les métaux précieux comme l'or, le diamant et plein d'autres choses. Donc, en gros, c'est une sorte de crypto, OK, qui prend sa valeur de ses réserves stables. Donc, c'est un peu ça pour commencer. Voilà. D'accord. Et soit encore une fois le bienvenu. Et nous allons entamer avec la deuxième question qui consiste à nous parler un peu des types de stablecoins. Vous venez de dire, vous venez de citer entre autres que voilà, il y a des stablecoins sont basés, comme on a adossé sur des fiat, si je comprends bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des types de stablecoins que vous envisagez? OK. Déjà, c'est une bonne question, parce que la question là va permettre de mieux détailler ce que je viens de dire. Comme quoi, un stablecoin, c'est d'abord une sorte de crypto qui base sa valeur sur une réserve qui est stable. OK? Donc, pour les types de stablecoins, déjà, il faut qu'on rappelle que les stablecoins sont regroupés dans un grand groupe. OK? Il y a un groupe centralisé de stablecoins et j'espère que tout le monde m'écoute bien. Oui, 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 vas-y. Donc, on a un groupe pour les stablecoins centralisés, c'est-à-dire géré par une entreprise physique qui audite les réserves et les garde dans une trésorerie. Et on a également des stablecoins décentralisés qui, pour la plupart, sont des stablecoins algorithmiques, OK, qui fonctionnent avec des algorithmes où il n'y a pas d'organe central qui soit derrière. Déjà, bon, on parle de là. Maintenant, quand on revient au niveau des types de stablecoins, on peut regrouper au moins 4 types de stablecoins. Les tout premiers stablecoins que la plupart connaissent et que la plupart se limitent à ce type de stablecoins, ce sont les stablecoins qui sont basés sur la monnaie fiduciaire ou bien backés par la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire le fiat. OK? Aujourd'hui, la plupart des stablecoins, comme je l'ai dit au début, backent leur valeur sur le dollar. OK? Le dollar et tout. Mais on a aujourd'hui l'euro, certains stablecoins qui backent leur valeur sur l'euro, le won coréen, le yuan chinois et tout ça. Mais bon, le dollar est le plus utilisé.
Et aujourd'hui, les stablecoins backés par la monnaie fiduciaire que nous connaissons et qui sont les plus utilisés, c'est l'USDT que la plupart utilisent, que la plupart des échangeurs même utilisent en paire de trading lorsqu'ils veulent lister une monnaie. Tout. On a également l'USDC. Bon, l'USDT, c'est développé par la société Tether, Tether, qui est, bon, ceux qui sont avec Bitfinex, c'est eux qui développent ça. C'est eux qui font l'impression de ce stablecoin-là. On a également l'USDC, qui est un autre stablecoin backé par la monnaie fiduciaire, ok, qui est développé par Circle, Circle qui est avec Coinbase, c'est-à-dire Coinbase est derrière aussi. Et tout récemment même, j'ai appris que Circle maintenant va donner la gestion de leur trésorerie à une institution bancaire vieille là, que j'oublie un peu leur nom. On a également le BUSD de Binance qui est développé par Paxos Standard. Paxos Standard qui est également une société hautement régulée des USA qui assure le minting de ce stablecoin pour Binance. Et bon, on peut ajouter pour les stablecoins backés par la monnaie fiduciaire, on peut ajouter également le GUSD, le Gemini dollar pour les autres là. Gemini, l'échangeur régulé des USA. Bon, ça c'est le type 1, ça, c'est-à-dire les stablecoins backés par la monnaie fiduciaire. Et la plupart se basent seulement sur ça pour définir un stablecoin. Or, on peut aller au-delà de ça, ok? Le deuxième type de stablecoin qu'on a, ce sont des stablecoins backés par des commodités, okay, comme l'or, le diamant, l'immobilier, tout ça là. Ok. Quand on parle par exemple, d'un stablecoin backé par l'or, on parle par exemple des stablecoins comme le Tether Gold, développé encore par l'autre chose, Tether, la société Tether, les sociétaires de Bitfinex. C'est eux qui développent ce stablecoin-là, okay, le XAUT. Je pense que si vous allez maintenant sur CoinGecko ou bien sur CoinMarketCap, vous pouvez le voir là-bas. Il est directement arrimé à l'or, c'est-à-dire il est adossé au cours d'un once d'or. Actuellement, bon, un once d'or est dans les 1960 quelques. Bon, c'est pas trop comme le prix varie là, je peux pas avoir le prix en tête au moment où je suis en train de faire le live, mais c'est dans les 1000 et quelques. Donc un Tether Gold vaut une once d'or. Donc cela veut dire que le nombre d'or que la société Tether détient, c'est exactement le nombre de Tether Gold qui sont en circulation. Pareil pour les stablecoins backés par la monnaie fiduciaire. Ok. Aujourd'hui, on a plus de 180 milliards de dollars pour les stablecoins backés par les monnaies fiduciaires et tout ça. Et quand on fait l'audit, on constate que voilà, il y a également cette réserve là qui est là. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait savoir. Ok. Bon, revenons au niveau des stablecoins basés par des commodités. J'ai parlé du Tether Gold pour l'or. Et pour l'or également, on a également le Paxos Gold. Le Paxos Gold qui est développé toujours par Paxos, voilà, la société Paxos dont je parlais. À ne pas confondre également avec Paxos Standard, ce qui est devenu l'USDP, l'US dollar de Paxos là, qui s'est rebrandé la fois dernière. Ils sont basés sur le dollar. Okay. Le Paxos Gold n'est pas à confondre à cela. Bon, pour le diamant, il y a des tentatives de création de stablecoins adossés sur le diamant. Mais quand moi j'ai essayé de voir un peu, j'ai vu que il y avait cette société-là, mais finalement, depuis 3 ans, on n'entend plus parler d'eux. J'ai demandé, mais rien. C'est-à-dire, ils sont venus que eux, ils peuvent backer leur stablecoin en se basant sur, en réservant une partie réelle de diamants dans un pays qui n'est pas taxé et tout. Mais bon, on n'entend plus parler d'eux, malheureusement.
Sinon, il y a également ce genre de stablecoin qu'on peut citer. Il y a également des stablecoins basés sur l'immobilier et tout ça. Donc, ça, c'est les stablecoins backés par les commodités. Ça. Maintenant, le troisième type de stablecoin, ce sont des stablecoins qui sont backés par une crypto-monnaie. Et le plus utilisé aujourd'hui que nous connaissons, c'est le stablecoin de MakerDAO, le DAI, backé par l'Ether. Mais une partie également est backée par le dollar. Ok. Aujourd'hui, il faut utiliser de l'Ethereum pour collatéraliser l'émission du DAI. Ok. C'est ça qui fait même qu'il n'est pas vraiment algorithmique par rapport au quatrième type de stablecoin où on va parler de stablecoin non collatéralisables. Okay? C'est-à-dire, ils ne sont pas collatéralisables, ils ne sont pas backés par des dollars, ni des commodités, ni une crypto, mais ils fonctionnent avec un algorithme. Okay? Et c'est ce type de stablecoin qui est un peu plus décentralisé. Bon, à notre manière. UST, le stablecoin de l'écosystème de Terra, développé par Terraform Labs, mais qui fonctionne avec un algorithme. C'est l'algorithme qui régule son arrimage ou bien son PEG, c'est-à-dire le fait qu'il suive toujours le cours du dollar. Donc, et ça, il y a également le DJED qui va arriver bientôt sur la blockchain de Cardano, qui sera développé par Coty, que bon, la plupart connaîtront ici. Donc, c'est un peu ça pour les types de stablecoins qu'on peut noter. Donc, stablecoin backé par le fiat, stablecoin backé par les commodités, notamment l'or et le diamant. J'ai répondu à la question, les types de stablecoins, je pense que c'est clair. Ou bien si c'est pas clair aussi, je suis là. On va quand même évoluer pour le moment. Et en t'entendant parler, j'ai pu saisir le fait que tu parles des stablecoins collatéralisés par le fiat, les stablecoins collatéralisés par la crypto-monnaie, et surtout peut-être décentralisés quand je t'entends parler. Et les stablecoins algorithmiques, en fait. Et là où on peut trouver le UST, dont tu parles aussi de plus décentralisé, en fait. Et bon, peut-être on va revenir sur ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi tout le temps, mais peut-être les questions peuvent venir nous aider encore plus. Mais quand vous expliquez tout ça, est-ce que, vu déjà qu'il y a le fiat, je ne sais pas pourquoi encore les stablecoins. Est-ce que vous pouvez y a-t-il une valeur ajoutée en fait? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Pourquoi encore les stablecoins? Ah oui, vraiment la question là. Elle est toujours en suspens. Okay? Les gens se posent la question de savoir, bon, on a déjà le fiat, est-ce que vraiment on doit encore parler de stablecoin? Est-ce que si je prends mes dollars, je ne vais pas rapidement acheter mes cryptos et tout? Mais il y a une très grande valeur ajoutée, bien évidemment, des stablecoins par rapport au dollar, parce que les stablecoins offrent une certaine stabilité pour les crypto-investisseurs. La stabilité dans un sens où non seulement ils n'ont plus besoin de s'exposer à la volatilité du marché, mais aussi de pouvoir avoir accès à leur dollar ou bien à leur fiat sur la blockchain pour pouvoir rapidement acheter des crypto-monnaies. Okay? Si vous êtes dans un système bancaire, vous voulez faire un virement pour acheter une crypto, je pense que ça va prendre des semaines ou bien même des jours. Parce qu'on se dit que tu transfères ça vers un échangeur et on va te poser beaucoup de questions et tout. Mais quand vous avez un stablecoin, peut-être vous avez pour une fois de bon, premièrement, rentrer, si vous êtes dans un pays développé, parce que dans les pays africains, nous n'avons pas trop ce problème-là. Mais si vous êtes dans un pays développé et que, vous voulez rentrer de l'argent dans la crypto, vous devez passer par les banques pour faire un virement vers l'échangeur vers lequel vous voulez trader votre crypto. Donc, une fois que vous avez fait au moins une première entrée d'argent, bon, ça vous a pris un peu plus de temps puisque vous avez rentré maintenant votre fiat. Maintenant, vous commencez par
fonctionner. Maintenant, quand vous allez commencer par faire des gains et que vous prenez des profits et tout, et que vous ne voulez pas vous exposer à la volatilité du marché, vous n'avez plus besoin de sortir tout l'argent des cryptos, mais vous pouvez les garder et si vous en avez besoin pour acheter d'autres crypto-monnaies, vous le faites. Donc, il y a cette facilité par rapport aux fiat, de pouvoir, voilà, rapidement toucher et faire ces opérations. Donc, c'est l'accessibilité. C'est la toute première valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée, c'est que, voilà, c'est ce que je viens de dire. Ça nous permet de ne pas faire les va-et-vient, entre fiat et tout ça. Okay? Et en troisième position, ça nous permet d'amener de la liquidité sur le marché. Les stablecoins nous permettent d'amener de la liquidité sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, si il n'y avait pas les stablecoins, si on ne se tenait qu'au fiat, je pense qu'on va un peu plus durer, ok? On va un peu plus durer. Le marché va un peu tarir. Or, quand les gens rentrent et puis commencent par injecter de la liquidité en passant par les stablecoins d'abord, parce que quand la personne vient sur le marché, elle met le stablecoin et puis elle observe d'abord pour voir ce qu'elle va acheter. Donc, tout ça là, quand les gens commencent par acheter avec le stablecoin, la liquidité commence par rentrer. C'est pour cela, souvent, vous allez constater que les baisses de marché corrèlent avec le manque de liquidité sur le marché. Les gens ne viennent pas trop sur le marché ou bien les gens n'achètent plus trop. Mais quand les gens commencent par déployer leur stablecoin, c'est que ça commence par donner non seulement de la liquidité, mais aussi du volume au marché. Donc, cette valeur ajoutée-là, elle est bien réelle et je pense que c'est pour cela que les stablecoins ont leur raison d'être. Bon, pour ne pas trop bavarder sur ça. Peut-être s'il y a d'autres questions, après on pourra poser. Donc, voilà un peu. Ok, d'accord. Et on t'a bien saisi. En fait, dans toute chose, on dit qu'il y a toujours des avantages, il y a toujours comme des adages qui disent ça, qui disent toujours ça. Que, en fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toute chose. Est-ce que, bon, j'ai peut-être omis là où tu as cité les stablecoins basés sur, adossés aux métaux précieux aussi. Donc, c'était un quatrième type, je pense. Donc, dans tout ça là, est-ce que tu peux nous parler un peu s'il y a des avantages ou des inconvénients liés à tous ces stablecoins? Écoutez. Allô? Oui, ça va. Tu peux aller. Ok. Tu parlais des avantages et des inconvénients des stablecoins. Tu veux parler des stablecoins dont je parlais de façon générale ou bien d'un certain groupe de stablecoins? Non, de tous les types de stablecoins, en fait. De façon vraiment. Bon, je ne vais pas prendre les types, mais je vais prendre les groupes, c'est-à-dire les stablecoins centralisés, les stablecoins décentralisés. Les gens parlent pas les centralisés, ok? Je vais donner les avantages que les stablecoins centralisés ont et la toute première chose qu'il faut savoir avec les stablecoins centralisés, c'est que l'un de leurs avantages, c'est que il y a une certaine garantie, ok? Par une entreprise, on voit une entreprise qui est derrière, qui soutient. S'il y a un problème, bon, peut-être on pourra voir comment on pourra le faire. Il faut voir un peu. Il y avait certaines personnes, je me rappelle bien, qui avaient transféré 1 million, certains Chinois qui avaient transféré $1 million sur une adresse fausse. Les US étaient bien sûr. Ils paniquaient, ils se disaient que, comme c'est une transaction sur la blockchain, comment je vais faire maintenant que c'est irréversible? Or, bon, comme ici, c'est un stablecoin centralisé que Tether contrôle, ils ont juste fait quoi? Ils ont juste gelé cela et puis ils ont minté d'autres stablecoins pour eux, tout simplement. Ils ont utilisé une technique là-bas. Et
Et quand ils l'ont fait, ils ont pu retrouver ça et puis ils ont redonné aux personnes là. Donc, c'est avec ça, l'avantage aussi avec les stablecoins centralisés. C'est-à-dire, il y a une entreprise derrière qui pourra garantir et même, voilà, il y a également une réserve également pour pouvoir assouvir à ces besoins-là. Okay? Et les stablecoins centralisés sont plus accessibles, au fait, vu leur, pour le moment, vu leur popularité. Aujourd'hui, c'est vrai, les stablecoins, d'autres stablecoins sont en train d'arriver, mais les stablecoins centralisés sont vraiment les plus utilisés. L'USDT en premier, l'USDC en seconde position, le PUSD et consort. Donc, ils sont toujours accessibles vu leur popularité. Donc, ça fait que c'est un de leurs avantages aussi. Maintenant, si on veut voir un peu le downside de ce stablecoin-là, de ce type de stable, ou bien de ce groupe de stablecoins donc centralisé là, comme c'est centralisé, ça peut être facilement gelé. Ok. Si peut-être vous utilisez un stablecoin centralisé, géré par une entreprise centralisée, et que vous faites peut-être votre gouvernement veut que voilà les fonds soient gelés et ils approchent l'entreprise émettrice, ils pourront blacklister ton adresse et geler tes fonds. Et les stablecoins centralisés seront facilement traquables par les échangeurs centralisés. Donc, eux aussi pourront facilement geler tes fonds. Donc, c'est le downside, le tout premier downside, bien l'inconvénient de ce type de stablecoin, de ce groupe de stablecoin. On peut facilement geler tes fonds et tu ne pourras rien. Ok, tu ne pourras rien. Le deuxième inconvénient, c'est que ce type de stablecoin peut arriver que le stablecoin aussi, voilà, on constate que l'entreprise qui émettait un genre de stablecoin centralisé comme USDT aujourd'hui qui est émis par Tether. Si un jour, bon, c'est vrai que depuis 2018 ou bien 2017, il y a toujours ce food-là qu'ils n'ont pas une réserve dans leur trésorerie. Ils mintent des Tether en se basant sur rien. Ils n'ont pas vraiment de la réserve et tout. Mais je pense que, bon, ils sont toujours là-dessus pour en discuter. Donc, imaginez que, bon, on va chez Tether et puis on découvre que réellement, ils n'avaient pas une réserve. On fait l'audit interne, indépendant, et puis on constate que il n'y avait pas vraiment des stablecoins qui sont en réserve. Donc, cela veut dire que c'est fini ça. Donc, ils montaient et puis on va les accuser de fraude bancaire et voilà. Ça va agir sur les utilisateurs. Ça va agir beaucoup sur les utilisateurs parce que c'est comme si les stablecoins là que nous holdons n'ont plus de valeur parce que ils n'ont pas leur représentant physique, bien leur représentant de dollars en trésorerie. Ça, c'est un autre downside, ça. L'autre downside, c'est que, voilà, si l'entreprise elle-même part en faillite, puisque c'est une entreprise qui gère ce genre de stablecoin, c'est que, voilà, vous risquez de voir votre stablecoin à zéro. Ça, c'est côté stablecoin centralisé, ça. Maintenant, revenons un peu au niveau des stablecoins décentralisés. Les stablecoins décentralisés, il faut savoir que leur tout premier avantage, c'est que ils ne sont gérés par personne. Ils sont gérés par... Et quand je parle des stablecoins décentralisés, j'insiste plus sur les stablecoins algorithmiques qui fonctionnent sur des algorithmes. Donc, leur tout premier avantage relève de leur nature. Là. Cela veut dire que ils travaillent avec des algorithmes. Donc, c'est les algorithmes qui régulent leur PEG ou bien leur arrimage à une valeur stable. Donc, ça ne gêne pas trop. Donc, les gens pourront facilement gérer leurs fonds facilement. Il n'y a pas ce risque-là de gel de fonds. Parce que quand ça arrive, c'est pour cela que vous allez constater que quand ça serait trop sur ces stablecoins centralisés, là, les gens vont se réfugier. Et aujourd'hui, on a on constate plus on remarque cela avec l'UST aujourd'hui. L'UST a quitté 4 milliards ou bien même moins de 4 milliards de dollars de capitalisation à 14 milliards de capitalisation. Cela veut dire que les gens commencent pas à s'intéresser aux stablecoins décentralisés aussi pour vraiment diversifier leur portefeuille, pour ne pas tomber dans ces affaires de gel de fonds et comme ça.
Donc, ils essaient d'éparpiller ça un peu. Le deuxième avantage, c'est que vous détenez vraiment vos stablecoins, ok? Personne ne vient le prendre à votre place. Et que comme c'est géré par des algorithmes, alors voilà, à vous quoi. Vous êtes le maître. Comme dans la vraie décentralisation. C'est ça, avec les stablecoins décentralisés, vous êtes vraiment dans ce monde de la décentralisation là. Vous voyez un peu. Mais eux aussi, ils ont un downside, ok? Ils ont un downside. Leur même avantage peut être aussi leur même inconvénient. Parce que comme il n'y a personne derrière, tout le monde peut se lever, va dire, bon, ou bien une communauté se lève et crée, voilà, un stablecoin algorithmique, disons décentralisé. Comme il n'y a personne derrière, il y a également des smart contracts. Peut-être ces smart contracts-là ne sont pas bien fonctionnels. Voilà, ça peut jouer de très sales tours, ok? Puisque comme c'est des smart contracts, comme c'est une intelligence qui n'est pas humaine, on peut faire des erreurs et puis voilà, ça peut affecter également le stablecoin en question, ok? Donc, ça peut facilement être dépayé. Je vous renvoie à aller lire un peu la situation des Titan Crash ou bien de Aran Titan Crash, quelque chose comme ça, un stablecoin qui se base sur le Titan pour se faire minter. Pas Titan que nous connaissons, hein, attention. C'est-à-dire, c'est un token, c'est une crypto qu'on appelle Titan, où il puise son peg là-bas pour se faire minter en tant que Iron. Mais il s'est révélé que à un moment donné, voilà, le stablecoin est allé à zéro, ok, est allé à zéro. Peut-être c'est un problème interne et voilà, tout le monde a dumpé le token principal qui arrive à payer. Je rappelle que pour l'UST, par exemple, quand on veut émettre de l'UST, on part du Luna, le Luna de la blockchain de Terra, okay, pour minter. On brûle et puis on minte. Et l'algorithme même ajuste ça au-delà de l'image ou bien au-dessus de l'image. Donc, l'algorithme même régule ça, ok? Donc, leur downside aussi est là. Et que vu l'autre inconvénient, c'est que comme ces stablecoins décentralisés là sont encore jeunes par rapport aux stablecoins centralisés, ça fait que on a encore ce manque de liquidité là. Ok, il n'y a pas encore cette liquidité là. C'est maintenant que bon, les gros échangeurs comme Binance commencent pas à supporter ce genre de stablecoin. C'est tout récemment même qu'ils ont listé l'UST de Terra. Et d'autres échangeurs aussi ont également commencé par le faire. Donc, cela veut dire que ils sont encore jeunes et il y a encore moins de liquidité là-bas. Les stablecoins centralisés sont toujours, voilà, occupent toujours. Mais bon, on espère que voilà, les gens comprendront et puis vont le faire dans notre sens. Donc, voilà un peu, bon, j'aime pas, puisque comme il n'y a pas aussi le temps, on doit aussi ouvrir les questions. Je pense que voilà, un peu les upsides et les downsides des deux côtés des types de stablecoins. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci encore une fois pour cette intervention. Et vous avez dit une chose dans cette dernière intervention qui m'a un peu, voilà, touché. Et puis, j'aimerais, et bon, peut-être que ça a suscité mon attention. Donc, je vais essayer d'ouvrir une petite parenthèse. Peut-être ça va beaucoup aider toute la salle d'ailleurs. Donc, c'est juste une petite question et je vais vous demander comme un peu très vite. Et on va pas être trop long. Et je vais regrouper les stablecoins qui sont collatéralisés sur le fiat et la crypto-monnaie et l'autre, comme on appelle, sur voilà, comment on appelle les matières premières, tout, jusque l'or, le diamant, tout ça là. Juste appelons ça de la collatéralisation. Maintenant, les stablecoins algorithmiques, je ne parle pas d'eux. Maintenant, ceux qui sont collatéralisés, c'est sur quel mécanisme on émet, genre, par exemple, le TFR qui émet, par exemple, la liquidité sur le marché. Maintenant, c'est sur quel mécanisme? C'est une création SNIO ou bien ils ont vraiment, bon, voilà. Comme je l'ai dit, comme c'est backé par une monnaie fiduciaire, c'est juste simple. Tu veux un stablecoin, tu veux un USDT, tu vas acheter $, on te garde ça dans la trésorerie
et puis on te met un USDT sur une blockchain que toi tu veux, puis toi tu le prends. Mais comme maintenant, bon, vous voyez, bon, ces petites sommes-là, tu ne peux pas aller. C'est des gens vraiment, des grosses baleines qui vont chez ces gens-là, les échangeurs qui déposent leur argent et puis on leur mine. Sinon, les particuliers vraiment qui ne font pas ce volume de transactions, même pour les 1 million de dollars, tu peux facilement trouver ça sur le marché. Mais pour les grandes entreprises, ils bloquent de l'argent et puis ils bloquent de vrais dollars, bon, de vrais dollars, oui. Et puis on leur mine l'équivalent et puis on leur envoie sur la blockchain supportée par, voilà, les ETH. Ça, bon, si on parle des stablecoins backés par les monnaies fiduciaires. Et je pense que pour toutes les autres stablecoins, pour ne pas perdre tout le temps, pour toutes les autres stablecoins également, c'est comme ça que ça marche. Seulement que c'est la base, c'est juste la matière qui change. Pour les monnaies fiduciaires, tu dois déposer les monnaies fiduciaires. Pour les commodités, comme l'or, le diamant, l'immobilier, c'est ce que tu dois garantir, garder quelque part et on te mine l'équivalent. Et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Et encore une petite question. Et l'autre, les stablecoins collatéralisés par les cryptos, du moins quand on parle du DAI, par exemple, peut-être encore décentralisé. Comment est ce mécanisme, par exemple? Ah, oui, bon, je viens de dire, ok, on va pas se répéter trop comme ça, mais tu bloques, oui, tu mets en collatéral. C'est comme on revient un peu dans le monde classique où tu veux prêter quelque chose. C'est comme, on peut dire, c'est une sorte de prêt. Bon, c'est pas un prêt au sens propre du terme, mais tu veux, c'est comme une sorte de garantie, bon, collatérale. Donc, tu bloques des Ethers puisque le DAI est basé sur l'Ether. Et j'ai dit qu'il est un peu basé également sur le dollar, mais il est plus basé sur l'Ether que le dollar. Donc, tu bloques des Ethers et puis tu reçois des DAI en équivalent. Ouais. Et voilà, c'est un peu ça. D'accord, merci. Et on va très vite encore avancer. Là, c'était une petite parenthèse, j'ai ouvert. Ça va aider beaucoup tout le monde déjà. Et tu vas nous parler du comment, bon, quel stablecoin vraiment tu conseilles d'utiliser finalement? La question là, elle est un peu difficile à répondre, toi, tu sais. Puisque il faut voir un peu les upsides et les downsides que je viens de citer des deux côtés. Bon, la seule solution ici, on va pas recommander un stablecoin passe-partout. Bon, je sais que la plupart de ceux qui sont ici, c'est USDT disponible. C'est ça, non? Mais bon, il faut, si vous voyez, vu un peu les niveaux de risque, si vous pouvez vous diversifier aussi, c'est pas mal. OK? Parce qu'on ne sait pas exactement ce que devant nous réserve. Si on essaie de partager un peu les risques, même on retourne au fiat, le fiat aussi a des problèmes d'inflation. Les stablecoins aussi, ils ont leurs problèmes. Parce que d'abord, donc c'est ça. Il faut essayer de diversifier votre panier de stablecoins pour ne pas, voilà, recevoir des surprises désagréables. Okay? C'est ce que moi je peux dire. Sinon, une recommandation catégorique, non, vous devez utiliser USDT. Non, vous devez utiliser plutôt USDC parce que USDT, j'entends qu'il y a, bon, des rumeurs là-bas, tout ça là. Bon, ça ne sert à rien. Il faut juste essayer de diversifier votre panier de stablecoins. Bon, si vous en avez assez, bien ou pas, vous pouvez voir. Donc, c'est à vous de voir. C'est ça. Oui, ok, d'accord. Et une dernière question avant d'ouvrir le salon, voilà, la possibilité, de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir poser des questions. Et il y a des rumeurs, bon, je ne vais pas dire des rumeurs, mais ça se sent même aussi les États qui essaient toujours de bannir, par exemple, les stablecoins. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire? Ah, la fameuse question. Je pense que je l'avais un peu introduit bon, dans mes développements. Oui, c'est normal.
Toi, bon, tu es normalement, avant même la création des cryptos, ou bien avant l'avènement des cryptos, on te dit que toi, c'est l'État ou bien une banque centrale ou bien une entité centrale qui doit émettre de la monnaie, qui doit frapper monnaie. Et aujourd'hui, la blockchain permet à certaines entreprises de pouvoir, entreprises qui ne sont même pas forcément publiques, de pouvoir émettre de la monnaie. Donc, leur peur là-bas est simple. Ils ne veulent, parce qu'ils savent que la plupart des entreprises qui émettent des stablecoins sont des entreprises privées, des entités privées sur lesquelles ils ne suivaient pas vraiment ce qui se passe là-bas. C'est pour cela, de temps en temps, ils essaient de mettre les bâtons dans les roues, ils essaient de créer des accusations fausses et tout. Donc, c'est la perte, ils ont peur de perdre le contrôle. Donc, puisque ces entreprises-là sont privées, ok? Oh, ton réseau là, on ne te saisit pas, hein. Il y a encore problème pour le réseau. Allô? Oui, ça va. C'est bon. Ok. Bon, je disais que j'ai entendu certains pays dire que les Saoudiens peuvent déstabiliser leur économie, vu que ce sont Peut-être des pas. entreprises. Ou bien ça peut se Allô? prouver par le fait qu'ils essaient d'émettre des monnaies, des CBDC, ou bien. Ah bon, on en parle parce que voilà, puisque quand ils vont dire ça, ça va pouvoir favoriser, puisque bon, vous savez, bon, et ça, les États créent une croyance, ok? Ils créent une croyance, les gouvernements créent une croyance. Donc, s'ils disent ça, puisque la plupart font confiance à l'État, au gouvernement, donc quand ils vont dire que les Saoudiens peuvent déstabiliser l'économie et que dans la compréhension du citoyen, l'État est là pour le protéger, c'est que forcément, ils doivent écouter. Donc, ils sont obligés de dire ça pour créer une certaine condition de favori pour pouvoir lancer les CBDC pour que l'adoption puisse être facile. Parce que aujourd'hui, l'avènement des CBDC sera freiné par les stablecoins, ok? Parce que les stablecoins sont déjà là et puis ils font le travail que les CBDC normalement devaient faire. Donc ça pose déjà problème. Donc, il y a des États qui sont obligés de faire cela, ok? Et voilà, ça fait perdre leur pouvoir sur les citoyens. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, certains États essaient soit pas de bannir, mais de faire tout pour que, voilà, les gens ne considèrent pas ça trop, que les gens continuent d'incriminer cela, que bon, c'est privé, ça peut être dangereux, dans des choses comme ça. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et je sais que, bon, mon prof est là, je sais pas si, je crois qu'il doit nous ajouter quelque chose surtout, ou bien. Mon prof. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je remercie Satoshi Printa et de nous avoir abordé vraiment ce thème parce que c'est un thème qui crée des protocoles de la part de tout un chacun. On se demande quel stablecoin utiliser, est-ce que c'est bon, il y a vraiment de la sécurité, ainsi de suite. Mais je crois, je vais pas trop m'attarder sur mes propos parce que il a presque tout dit pour ne pas être catégorique qu'il a tout dit. Mais ce qui m'a un peu attiré l'attention, c'est que c'est au niveau de quelques stablecoins recommandés. Et comme il a dit vraiment, et le conseil que moi aussi je vais abonder dans le même sens, puisque comme il a dit, si lui, il dit, c'est USDT on doit utiliser parce que il y a Coinbase ou bien Bitfinex ou bien quelque chose qui est derrière ce stablecoin ou bien c'est le DAI qu'on va utiliser parce que c'est backé par sur Ethereum, c'est tel. Si jamais la personne perd de l'argent du jour au lendemain, va dire, ah, c'est le conseil de Satoshi. Donc, comme il a dit,
le meilleur conseil, c'est de diversifier son bac de stablecoin. Donc, je n'ai plus grand-chose à dire. Je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce live. Merci. Et donc, mon diplôme, toi, tu ne conseilles pas les stablecoins algorithmiques, en fait, les UST et autres là, parce que c'est très décentralisé, tu vois, ou bien. Oui. En fait, le truc, c'est que moi, perso, si moi-même, je peux décider, par exemple, de mettre, de stablecoiniser, pour le dire un peu simpliste. Il faut verbaliser seulement. en DAI ou en USD, moi, c'est mon problème, puisque nous disons aujourd'hui que le Terra USD est, très, le Terra USD est très vraiment décentralisé. Bon, les protocoles ont des problèmes du jour au lendemain. Nous étions ici, nous sommes toujours ici et nous voyons des protocoles qui ont des problèmes, des protocoles décentralisés qui ont des problèmes, ainsi de suite. Donc, si je suis en train de conseiller ça, donc, je ne crois pas que c'est une meilleure idée. En fait, comme c'est la décentralisation et nous voulons continuer avec l'idéologie de cette décentralisation-là, c'est pourquoi je voulais savoir si tu veux conseiller ça, parce que on sent qu'il n'y a pas, de smart contract sur l'affaire de collatération, il n'y a pas quelque chose de coffre en banque, genre de compte en banque pour assurer cette collatération, mais c'est généré par quelque chose comme ça, un algorithme, un système comme ça de crypto-luna. Ça fait que moi je pense que comme tu es très décentralisé dans tout en fait le truc c'est que si on voulait aborder ce genre de sujet, on risque de laisser ce que nous sommes en train de dire ici, puisque comme je l'ai dit, il faut que on le prenne comme ça, parce que les protocoles ont des problèmes du jour au lendemain. Et selon moi, le UST aussi aura peut-être, on ne sait jamais. Il ne faut pas être trop catégorique. Voilà. D'accord. C'était juste pour te taquiner, en fait. Ok, merci. Oui, on va laisser la parole. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Monsieur Yass, je crois que vous devrez toujours dire quelque chose. Vous êtes là depuis le début. Monsieur Ben, vous êtes là, vous pouvez poser des questions. Au moins, pour quelques minutes, là, on va vous répondre. Satoshi est là, le créateur même de Bitcoin est toujours parmi nous. Il va toujours vous répondre. Oui, sinon, il reste 8 minutes. On va rapidement faire. Bon, ça dépendra aussi de la tête. Il y a Paulin aussi. Hein. Ah, j'ai oublié de lui citer, Paulin. Là, il faut venir. J'ai l'habitude de lui voir dans tous les lives, donc de parler. Il y a le grand motivateur BCG, Assilete Roland. Alors, bonsoir. Bonsoir. On fait rapidement, parce que le temps passe, quoi. Bon, pour moi, je n'ai pas de questions comme ça. Vraiment. Ah, ce sera un apport? Non, pas un apport. C'est juste pour vous remercier pour votre temps et puis votre présentation. D'accord, merci. C'est gentil. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, je tiens vraiment à remercier le grand Satoshi pour le thème de ce soir. Vraiment, il faut avoir l'esprit élevé avant de comprendre même les mots qu'il prononce. J'aimerais te poser une question à propos J'aimerais lui demander si, par exemple, nous prenons l'État togolais, est-ce qu'il peut empêcher aux gens de faire des retraits sur certains échangeurs? Merci. Ok. Déjà, quand on parle d'échangeurs, déjà, il y a les échangeurs. Si vous faites référence aux échangeurs centralisés, je pense que c'est dans ce cas. Parce que pour les échangeurs décentralisés, je pense que là-bas,
les gens viennent juste connecter leur wallet et puis faire les opérations et déconnecter. Mais bon, je suis sûr que vous parlez des échangeurs centralisés. Bon, oui, c'est bien possible parce qu'aujourd'hui, pourquoi les échangeurs demandent la vérification d'identité? Toutes ces informations qu'ils collectent sur nous là, c'est pas pour aller, voilà, pour aller jeter. Ils gardent ça bien au chaud. Quand un jour l'État va venir dire que je veux la liste de ceux qui sont de mes citoyens qui utilisent ta plateforme, je veux que vous bloquez tous leurs retraits ou bien vous gelez leurs fonds, ils vont le faire. Ok? C'est pour cela aujourd'hui, les gens essaient de penser à des alternatives, décentralisation et tout. Donc, c'est-à-dire à la vision de Satoshi, quoi. Sinon, pour votre question, c'est bien possible, surtout avec les entités centralisées comme les échangeurs centralisés. Donc, c'est bien possible de le faire. Ok, merci d'avoir répondu à ma question parce que dans certains groupes, si tu dis que c'est possible que l'État peut empêcher, ils sont là à critiquer, à mener des idées bizarres. C'est pourquoi je viens de poser la question. Ok, merci. Ah non, bon, sinon c'est possible dans ce sens. Vous avez vu le sens dans lequel je l'ai expliqué. Sinon, si surtout chez nous en Afrique ici, où nous aimons trop le P2P, ça serait un peu difficile. Mais si lorsque nous avons nos fonds, nous engageons nos fonds avec des entités centralisées qui ont des informations sur nous, là-bas, ça serait un peu plus facile pour eux. Ok, je pense que c'est ça. Il faut toujours situer le contexte.